les gens qui ont mis le doigt, encore une fois, dans l'affaire Dany Le Prince ont fini par devenir un peu dingues, passionnés, et moi le premier. Comment expliquer aux gens mais que ce boucher de la Sarthe, comme on l'appelait, est peut-être innocent? Soit il est innocent, soit il est coupable, mais s'il est coupable, il ne pouvait pas être tout seul, c'est matériellement impossible. Derrière une erreur judiciaire, quand il y a un condamné à tort, il y a un coupable qui est libre. Il faut absolument que les coupables soient punis. Si tant est qu'il soit innocent, ses attitudes sont coupables. L'affaire Le Prince. Une histoire qui réunit tous les ingrédients du drame de la jalousie. Un drame de la terre, à la George Sand ou à la Giono, a-t-on dit à l'époque. L'affaire Le Prince, c'est une famille entière, massacrée par l'un des siens. 17 ans derrière les barreaux pour un homme qui se dit innocent. Le combat sans relâche d'un comité de soutien qui a fini par se déchirer. Une affaire qui 20 ans après reste pleine de mystères. Qu'est devenu le condamné Dany Le Prince depuis sa sortie de prison? Quel regard porte la justice sur cette affaire? Où en est son comité de soutien? Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les acteurs de l'affaire Le Prince et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. Après 3h30 de délibéré, la cour d'assises de la Sarthe a reconnu cette nuit Dany Le Prince coupable des meurtres de son frère, de sa belle-sœur et de ses 2 nièces. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Torigné-sur-Dué, un petit village à 25 km du Mans dans la Sarthe. Ce lundi 5 septembre 1994, Christian Le Prince, le patron de la carrosserie du même nom, n'est pas là à l'ouverture. Bizarre. Et voilà qu'un coup de fil du bureau de poste où travaille sa femme Brigitte amplifie l'inquiétude. Elle n'est pas non plus à son travail. 2 employés de la carrosserie vont sonner chez leur patron. Sur place, c'est l'horreur. Les 2 hommes découvrent un massacre. Et arrivé là-bas, on n'est pas rentré à la maison parce qu'à l'extérieur, on voyait bien des choses, des traces de sang. On voyait bien qu'il y avait une traînée, un corps qui avait été tiré. Alertés immédiatement, les gendarmes arrivent sur place. Ils découvrent la scène. Christian Le Prince, sa femme Brigitte et leurs 2 filles, Audrey et Sandra, sont morts. Il y a du sang partout. Les 4 victimes ont été quasiment décapitées. Une seule rescapée, la plus jeune des enfants, Solène, 2 ans. La fillette est derrière la porte de sa chambre, indemne. Les gendarmes appellent la nourrice de Solène qui vient la chercher. Elle dira plus tard que son pyjama était impeccable et qu'elle sentait le bain. Robert et René Le Prince, les grands-parents qui habitent juste à côté, découvrent à leur tour le carnage. Ça a été très dur. Et c'est encore dur. Et je crois que maintenant, on revit encore la chose dure. Christine Fournier, vous êtes une amie des Le Prince de Dany et de son frère Christian. Comment avez-vous appris le drame? En fait, c'est mon beau-frère qui nous a téléphoné le lundi matin pour nous annoncer la nouvelle. Et on était vraiment très 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 mal, puisque le dimanche soir, nous avions rendez-vous avec Christian à notre retour de vacances et on a tardé un petit peu notre retour. Et on s'était dit, c'est pas grave, on ira lundi au lieu d'aller dimanche soir. Et de ce fait, on se dit que peut-être on aurait évité le drame si on avait été là, quoi. Vous deviez voir Christian Le Prince et sa famille le soir du drame. Tout à fait, on devait être chez eux le dimanche soir. On se dit, si on avait été là, ça serait peut-être pas arrivé, peut-être qu'on serait tous morts, on ne sait pas. Dans la maison, la police scientifique se met au travail. Christian Le Prince, sa femme et leurs 2 filles ont été tuées entre 21h30 et 23h. Autour des cadavres, des traces de pas.
un mélange d'empreintes de chaussures masculines et féminines. Aucune trace d'effraction, rien ne semble avoir été fouillé ni volé. Mais sur un meuble, une feuille de papier, posée en évidence, une reconnaissance de dette, elle est signée par Christian Le Prince et par son frère Danny, qui habite la maison mitoyenne. Christian avait prêté de l'argent à Danny. Les légistes déterminent que l'arme du crime est un instrument professionnel qui sert à découper les carcasses animales, une feuille de boucher. Et justement, voilà que 2 jours après le massacre, les gendarmes reçoivent un appel de la femme de Danny, Martine Le Prince. Elle dit avoir entendu aux informations que l'arme du crime était une feuille de boucher. Or, elle en avait une chez elle, qui a disparu. Martine appelle ses beaux-parents. La feuille de boucher est chez eux. On va la chercher. Manifestement, elle a été lavée. Le manche en bois est encore humide. Des perquisitions ont lieu dans la ferme de Martine et Danny, ainsi que dans celle des grands-parents René et Robert. Les gendarmes recherchent des vêtements tachés de sang, mais rien. En revanche, les enquêteurs observent que beaucoup de linge fraîchement lavé sèche sur des fils à l'extérieur de la maison de Danny et Martine. En fin de journée, toute la famille Le Prince est placée en garde à vue. On a dit, c'est la famille, ils sont tués entre eux, quoi. La première réaction qu'on a eue, quoi. Une garde à vue horrible. On nous a traités de tous les noms, on nous a insultés, on nous a fait n'importe quoi, on nous a dit des choses qui étaient horribles parce que nous, on n'avait rien fait. On était les malheureux et puis les victimes, en plus des victimes. Et en plus, on nous rendait encore malheureux. Alors ça, c'est grave. Les gendarmes sont rapidement convaincus que l'auteur du crime est un Le Prince. Mais lequel ou laquelle? Tous se disent innocents. Le soir du crime, certains affirment qu'ils regardaient la télévision, d'autres qu'ils étaient couchés. Mais les gendarmes en sont convaincus, il y en a au moins un qui ment. Après 24 heures de garde à vue, Martine Le Prince s'effondre et charge son mari. Et elle raconte. Ce soir-là, Danny est rentré vers 21h15. Après qu'il soit sorti de table, j'ai rassemblé les restes du repas pour les mettre aux chiens dans le garage. J'ai entendu des cris, je suis sorti dehors et là, j'ai vu Christian au coin de la haie séparant nos 2 maisons, près de notre boîte aux lettres, avec quelqu'un de plus grand derrière lui, avec quelque chose dans les mains, qu'il brandissait au-dessus de la tête de Christian. J'ai été vers eux, j'ai dit « Arrête !» Là, j'ai reconnu Christian et Danny. Danny tapait sur son frère avec un objet brillant. Martine dit s'être précipitée dans la maison pour alerter sa belle-sœur Brigitte, mais elle était déjà morte, Sandra et Audrey aussi. La petite dernière, Solène, elle n'a pas eu le courage de la chercher. Des accusations confortées par la fille aînée de Martine, Célia. Elle aussi affirme avoir vu son père frapper son oncle Christian. Danny Le Prince est confronté aux accusations de sa femme et de sa fille. Après 40 heures de garde à vue, il craque et reconnaît. J'ai frappé Christian avec la feuille de boucher que je tenais dans le dos. Je me rappelle avoir vu Martine qui me disait « Arrête !» Martine n'a rien à voir avec ce carnage. Elle est au courant de ce qui s'est passé, mais elle n'a rien pu faire. S'il a tué son frère, c'est à cause de ses problèmes d'argent, parce que Christian refusait de lui venir en aide. À l'issue de sa garde à vue, Danny Le Prince est mis en examen pour les 4 meurtres. Il est considéré dès le début comme l'auteur de tous les meurtres. À partir du moment où il en avoue un, le juge d'instruction est enclin à penser qu'il a pu commettre les 3 autres. Pour la justice, c'est donc Danny Le Prince qui a tué son frère Christian, sa belle-sœur et ses 2 nièces. Quand vous voyez 4 cercueils côte à côte, ça fait mal. Hein. Je peux vous le dire. Ça fait quelque chose, je peux vous le dire. La famille Le Prince est effondrée. Elle pleure à la fois ses victimes et l'assassin présumé, un fils Le Prince aussi. Pendant ce temps,
Les gendarmes cherchent des preuves matérielles et ils les cherchent évidemment à Torigné-sur-Dué. Ils cherchent, mais ils ne trouvent rien. Aucune trace ADN dans la maison, excepté celle des victimes. Seul un ADN inconnu est retrouvé sur la lame d'un couteau cassé en deux, abandonné sur place. Mais impossible de l'attribuer à quelqu'un. Maître Baudelot, quels sont les éléments retenus contre Dany le Prince au moment de son arrestation? Il n'y a aucun élément matériel. Il n'y a pas de sang sur il n'y a pas de sur sang ses sur vêtements. ses vêtements, il n'y a pas de sang sur lui, il n'y a pas de traces d'empreintes digitales, il n'y a pas d'empreintes palmaires, il n'y a rien, rien, rien. Et il est évident que s'il avait participé à un tel carnage, alors que la maison était couverte de sang et que l'on marchait dans le sang, on aurait forcément découvert des traces de sang sur lui, sur ses chaussures, sur ses vêtements, rien de tout ça. Quel est le mobile pour l'accusation? Le mobile, c'est un mobile de jalousie qui ne repose sur rien. Je veux dire, il est certain que le frère de Dany avait une réussite professionnelle. Dany, lui, travaillait 15 heures ou 16 heures ou 18 heures par jour, puisqu'il faisait 2 métiers. Il se levait à 2 heures du matin pour prendre son emploi salarié. Et dans la journée, il était sur son tracteur à s'occuper de son exploitation. C'était une vie extrêmement dure, mais la seule jalousie qui lui est prêtée comme étant le mobile du crime est totalement insuffisante pour expliquer les meurtres. Pour l'accusation, le mobile, c'est l'argent. Dany devait de l'argent à son frère. Il serait allé le voir peut-être pour lui en demander davantage. Il a eu un coup de folie et il est passé à l'acte. Imagination complète. Imagination complète, il n'y a rien dans le dossier qui permette d'établir qu'il y aurait eu ce type de motivation, qu'il y aurait eu ce type de conflit. Rien de tout cela. 15 jours après le crime, la juge d'instruction, Céline Brunetière, organise une reconstitution. Et lors de cette reconstitution, coup de théâtre. Dany le Prince se rétracte. Mais on était dans le jardin de l'habitation de Christian le Prince et il me prend le bras et me dit je n'ai rien fait, c'est pas moi, ou je n'ai rien fait, je suis innocent, enfin une phrase de ce style. Des dénégations dont la justice ne tient pas compte. Dany le Prince retourne en prison dans l'attente de son procès. Plusieurs mois passent ainsi, jusqu'à ce qu'un nouveau témoignage vienne enfoncer Dany. Celui de la petite Solène, sa nièce de 3 ans, seule rescapée du massacre. Solène vit désormais chez sa nounou. Un jour où elle tombe sur un journal avec la photo de son oncle Dany, la fillette se met en colère. Elle tape sur le journal et crie « Papa, maman, pas gentil tonton !» Solène dit ensuite à la fille de sa nourrice « Elle est mignonne, Martine. Elle est rentrée avec moi. Elle m'a fait le bain. » Un témoignage inédit et explosif. Après les déclarations de Solène, Martine le Prince, la femme de Dany, est réentendue et recouvre soudain la mémoire. Le soir du crime, elle est rentrée dans la maison. Elle a vu les corps, les a enjambés et a découvert la petite Solène apeurée dans un coin. Et elle la trouve dans sa chambre avec du sang et elle l'emmène pour la mettre à l'abri. Elle la nettoie et elle veut la mettre à l'écart de tout cela en la conduisant chez sa belle-mère. En arrivant chez ses beaux-parents, Martine dit n'avoir vu que sa belle-mère, Renée. Robert, son beau-père, était déjà couché. Elle lui aurait dit que Dany était devenu fou, qu'il avait tué tout le monde. René le Prince aurait refusé de prendre sa petite fille chez elle. Il fallait sauver Dany, et pour ça, ramener l'enfant et faire comme si de rien n'était. Et Martine aurait obéi. Des accusations que René le Prince nie en bloc. Je lui ai dit dans le bureau de Madame le juge Brunetière, c'est toi la menteuse, mais c'est pas moi. Eh bien, si vous savez tout ce qu'elle m'a sorti, je ne reconnaissais plus ma belle-fille. Hein, parce que moi, la femme de Dany, pour moi, c'est une fille.
Et alors que là, vraiment, il y a eu gros, il y a eu louche. Après 2 ans d'enquête, la juge Brunetière décide de clore son instruction, sans preuve matérielle, avec beaucoup d'interrogations. Le procès s'ouvre en novembre 1997, au Mans. Un procès qui vire rapidement au règlement de compte familial. Martine Leprince accuse toujours Dany. Et Dany accable désormais sa femme. Elle ment. Depuis 3 ans, elle calque ses dépositions sur mes aveux extorqués. Tout le monde ment. C'est un complot, crie Dany. C'est sa femme qui devrait être dans le box des accusés. Le problème, c'est que leur fille aînée, Célia, vient à la barre entériner les accusations de sa mère contre son père. On a un témoignage relativement crédible. En revanche, Dany Leprince considère qu'elle est sous l'influence de sa mère et que c'est pour ça qu'elle tient ce discours d'accusation. Mais son témoignage est assez marquant et pèsera assez lourd dans la décision. Un verdict aussi lourd que cette feuille de boucher. Après une semaine de procès, Dany Leprince est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Dany Leprince ne bronche pas. Aucune réaction. Il y a une chape qui s'abat sur la salle. Il y a des gens qui pleurent, qui sortent. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de hurlements. Et dans la salle des pas perdus, il y a beaucoup de larmes. Mais il y avait aussi le dernier jour beaucoup de gens qui venaient soutenir Dany. Tout Origny-sur-Douai était là. Mais une fois condamné, Dany Leprince est oublié au fond de sa cellule et purge sa peine en silence. En détention, il s'occupe comme il peut et travaille à trier des oignons, confectionner des mouchoirs, des lustres ou des tabliers de boucher. Jusqu'à ce que ses proches décident de créer un comité de soutien. Il est fondé 5 ans plus tard, en 2002, par sa mère Renée, sa filleule et sa nièce. L'objectif était de montrer que ce dossier était une hérésie judiciaire. C'est même pas une erreur judiciaire, c'est une horreur judiciaire. Pendant plusieurs années, le comité de soutien n'est composé que d'une poignée de proches et peine à obtenir de l'écho. Jusqu'au printemps 2005, 8 ans après la condamnation de Dany Leprince. Jusqu'à ce que Roland Agré, fondateur de l'association Action Justice, ancien condamné et lui-même victime d'une erreur judiciaire, décide de soutenir le combat de celui que la presse a surnommé le boucher de la Sarthe. Roland Agré, c'est le personnage qui, après avoir réussi à sortir de prison, après avoir été condamné injustement, essaye de mettre son talent, sa verve au service des condamnés à tort. Roland Agré, avec sa force de caractère, va compenser le silence de Dany Leprince et va réussir à mobiliser les médias autour de cette affaire et va obtenir de leur part qu'ils s'intéressent à ce dossier et donc permettre que cette affaire soit pas enterrée dans les méandres de la justice. Roland Agré, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au sort de Dany Leprince ? Eh bien, j'avais été alerté par sa mère qui m'avait téléphoné. C'est une femme qui est une femme de conviction, évidemment. Elle hurlait à l'innocence de son fils, mais fallait-il que j'en sache un peu plus, parce que je ne pouvais pas m'engager simplement sur les pleurs d'une maman. Donc c'est vrai que j'ai hésité à me mettre dans ce dossier, mais dès la première lecture, je me suis rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements graves. Vous décidez de créer un comité de soutien. Et au départ, il est composé de qui, ce comité de soutien ? Il existe déjà, mais il batifole un petit peu, il ne sait pas exactement comment faire ce qu'il faut faire, parce que ce genre de combat judiciaire, c'est quand même extrêmement difficile. Donc il faut une certaine expérience, et cette expérience est tactique que j'ai apportée au combat. Roland Agré, est-ce que vous avez un doute quand même sur sa culpabilité ? Oui, vous savez... Personne ne peut trancher au rasoir comme ça entre la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Je dis qu'il y a des éléments troublants qui sont en sa faveur, qui pourraient démontrer qu'il n'est peut-être pas coupable. Fort de ce doute,
Roland Agré met toute son énergie pour mobiliser la presse et les journalistes. Il parvient à convaincre le journaliste Nicolas Poincaré, avec qui il va écrire un livre. Nicolas Poincaré, vous avez écrit avec Roland Agré un livre qui s'appelle « Condamné à tort, l'affaire Le Prince ». Pourquoi ce livre ? Au départ, c'est le Roland Agré que j'ai connu. J'ai fait un reportage sur lui, et puis on a sympathisé. Et puis il me parlait tout le temps des innocents qu'il défendait, parce que c'est un peu son boulot, hein, son fonds de commerce. Et au bout d'un moment, il me parlait tellement d'innocents que je lui ai dit, bon, je ne vais pas m'intéresser à tous les innocents. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Est-ce qu'il y en a un pour qui tu n'as pas de doute? Est-ce qu'il y en a un? Et il me dit, bah oui, Dany Le Prince. Je me dis, attends, Dany Le Prince, cette histoire-là, le boucher de la Sarthe, mais enfin, tout le monde pense qu'il est coupable, quoi. Il dit, non, il est innocent, tu verras, etc. Et la femme de Roland Agré, qui s'appelle Marie-Jo, me dit, attention, Nicolas, si tu mets le doigt dans l'affaire Le Prince, t'en prends pour 10 ans. Et ça s'est passé exactement comme ça. J'ai mis le doigt dans l'affaire Le Prince, à la demande de Roland Agré, et j'en ai pris pour 10 ans. Comment est-ce que Roland Agré vous a convaincu? Alors lui, il m'a rien dit, justement. Il est malin, Roland Agré. Il m'a dit, tiens, voilà le dossier. Et je suis reparti avec dans ma voiture, ça prenait à peu près tout le coffre. Hein. Et puis j'ai commencé par passer des nuits. Et puis plus j'ai avancé, plus je voyais les incohérences de l'accusation. Parce que c'est ça, au départ, l'affaire Le Prince, c'est qu'on se dit, bah, ça tient pas. Il y a énormément de choses qui ne tiennent pas. Donc Dany Le Prince ne peut pas avoir fait les choses comme on dit qu'il les a fait. Ça colle pas, il y a trop de choses qui collent pas. C'est la première fois que vous vous engagez dans une affaire judiciaire. Qu'est-ce qui vous a convaincu? C'est vrai que moi, je fais ce métier depuis 30 ans maintenant et rarement je me suis autant engagé. Je pense que c'est le fait qu'on était tout seul au tout départ. Au tout départ, vraiment, sur les doigts d'une main, vous comptez, hein, les gens qui croient en l'innocence de Dany Le Prince, donc principalement Roland Agré, mais on essaie de remuer, hein, on fait du Barnum pour essayer de faire sortir Dany Le Prince de cet oubli dans lequel il est. Grâce à cette mobilisation, le comité de soutien de Dany Le Prince parvient à se faire entendre. En avril 2006, la commission de révision des condamnations pénales se penche sur son affaire. Sa mission ? Trier les dossiers qui contiennent des doutes et les transmettre à la cour de révision. C'est elle qui dit ensuite s'il doit y avoir un nouveau procès. La commission de révision ordonne un complément d'information confié aux gendarmes du Mans. Un an plus tard, Dany Le Prince est en prison depuis 13 ans et toujours aucune nouvelle. Au bout d'un certain temps, Roland Agré, dont la patience n'est pas la principale qualité, et on peut le comprendre, commence à s'énerver, à trouver que le temps est long, décide de prendre une nouvelle initiative, et toujours dans l'esprit de choquer, de marquer l'opinion, il organise une conférence de presse où il se met à nu. Je me suis mis à poil, bien sûr. Lorsque beaucoup d'amis journalistes me disaient « Oui, mais toi, tu te bagarres beaucoup, et puis lui, il fait rien. » Il fallait bien, à un moment donné, que je trouve quelque chose à lui faire faire. Alors, la grève de la faim, bon, il se sentait pas. Se couper un doigt, alors on parlait encore moins. Alors bon, il a fallu que je cogite pas mal avec Marie-Jo, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire, etc., etc. Et un jour, j'ai dit « Bah tiens, pourquoi pas faut qu'il se mette nu dans sa cellule. Parce qu'en plus, il faut une action qui claque et que la presse puisse reprendre. Ben, nu à perpète, ben, j'ai dit, c'est bon. Mais pourquoi nu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, nu, il était nu dans sa prison. Moi, je me suis mis nu à l'extérieur pour le soutenir, tout simplement. J'ai peut-être été un petit peu fort parce que, bon, quand même, à mon âge, c'était pas raisonnable. Mais je veux dire que la presse a très bien compris ma démarche. Je lui avais demandé de se mettre nu en prison, nu face à la justice, nu à perpète, voilà. Mais 3 mois plus tard, un nouveau drame secoue la famille Le Prince. Renée, la mère de Dany, met fin à ses jours. C'est une femme de caractère, une femme de principe, qui va tout laisser en ordre avant de partir, qui va ranger toutes ses affaires avant d'aller dans le garage et de mettre fin à ses jours. Elle va partir un peu comme ça, sur la pointe des pieds, une femme modeste, une femme désespérée, mais qui restait digne. Renée Le Prince était, selon ses proches, épuisée par son combat pour faire reconnaître l'innocence de son fils. Roland Agré, vous vous souvenez de ce 15 juin 2007, jour du suicide de Renée Le Prince? Je voulais pas y croire, c'était trop horrible. Sachant quand même que Renée Le Prince, je la portais à bout de bras
depuis quelques mois, parce qu'elle commençait à perdre les pédales. Elle me disait quand est-ce qu'il va sortir, etc. Bah, je ne pouvais pas lui mentir. D'ailleurs, j'ai regretté, pourquoi pas. J'aurais pu lui dire, écoutez, c'est pour dans 2 mois. Après, lui dire, non, mais ça va dans le mois prochain, etc. Mais ça, je ne sais pas faire. Et donc, je ne pouvais pas lui donner de date. J'ai dit, il faut se battre, il n'y a qu'en se battant qu'on pourra gagner. Et à un moment donné, au bout du bout, elle a craqué, elle s'est suicidée. Elle l'évoquait avec vous, ce renoncement. Elle vous disait, j'en peux plus, je suis au bout. Elle me disait qu'elle n'en pouvait plus, mais elle n'est jamais arrivée à me dire qu'elle allait se foutre en l'air. Non, pas ça. Mais je sentais qu'elle était très mal dans sa peau. Après son suicide, le comité de soutien est baptisé René Le Prince, en sa mémoire. Puis, l'association Les Amis de Dany est créée pour rassembler les sympathisants à sa cause. Une cause de plus en plus relayée par les médias. Plusieurs reportages sont consacrés à Dany Le Prince. Les journalistes s'interrogent sur les nombreuses zones d'ombre de cette affaire. Le doute s'installe. Une médiatisation qui permet à Dany Le Prince de rencontrer l'amour. Dany Le Prince est en prison, il y a une émission de télévision, sa future épouse le voit à la télévision, il y a une sorte de coup de foudre par télévision, et pourquoi pas. Elle lui écrit en prison, et il lui répond, ça va très vite, il y a une histoire d'amour entre deux, d'abord épistolaire, et puis ça va très vite, ils se marient très très vite. Mais c'est une autre lettre qui va relancer l'enquête. En mars 2008, un courrier envoyé au juge par un policier rapporte les propos d'un oncle de Martine Le Prince, la femme de Dany au moment des faits. D'après cet oncle, Martine Le Prince pourrait avoir participé au meurtre. L'oncle avait caché pendant très longtemps le fait qu'il avait entendu dire que Martine avait un rôle dans cette affaire. Et c'est le fait de voir des affiches dans la rue sur l'affaire Le Prince qui l'a incité à dire je vais le dire maintenant, il n'y a plus de raison de le cacher. J'ai entendu dire que Martine avait un rôle dans cette affaire. Ce courrier vient, pour certains, amplifier un doute, pour d'autres, asseoir une certitude. C'est-à-dire que beaucoup de gens, dès le départ, pensaient que Martine Le Prince avait une part de responsabilité dans ce drame. Certains le pensaient, certains en étaient convaincus, et cette révélation vient asseoir cette conviction. Des doutes, il y en a suffisamment pour la commission de révision qui, à l'issue de son enquête, décide de saisir la Cour de révision. Et en attendant que la Cour de révision statue, la commission va plus loin. Elle décide de suspendre la condamnation de Dany Le Prince pour cause d'irrégularité dans l'enquête. Dany Le Prince est libéré. Une décision rarissime. Ce sont ses premiers pas d'homme libre depuis 16 ans. Dany Le Prince, entouré de sa femme et de son avocat, quitte la prison de Poissy, sans un mot, ou presque. Tenu au silence, il n'en dira pas plus, mais son visage affiche un sourire qui en dit long. Tout va bien et c'est beau. Ah, c'est une belle sortie, c'est magnifique. C'est une victoire. Je suis très content, très satisfait parce que je constate une chose de très rassurante, c'est que c'est la première fois, je peux le dire, que je vois des magistrats autant travailler. Parce qu'ils ont travaillé 5 ans. Ils ont refait une instruction. Ils se sont vraiment acharnés. Et donc, sur tout le travail qui a été fait, qui a été énorme, la commission des révisions, c'est quand même historique, a également non seulement demandé à ce que son dossier soit envoyé par devant la cour d'assises, mais en plus, il a bénéficié d'une suspension de peine, c'est extraordinaire. Maître Baudelot, la suspension de peine et la libération de Dany Le Prince est basée sur quels éléments ? On s'est aperçu que l'instruction n'avait pas été faite, qu'elle n'avait pas été faite de façon objective, et lorsque la requête en révision a été déposée, dans un premier temps, elle a été traitée de façon un peu distante, et puis très vite, Madame Manzani, qui présidait la commission de révision, a fait un travail absolument remarquable. Elle a entendu les uns et les autres, et elle s'est aperçue que
les gendarmes avaient eu un rôle qui n'était pas apparu et qui faisait qu'il n'était sans doute pas très objectif. Cette décision de la commission de révision, cette suspension de peine, c'est une immense victoire. C'est une victoire considérable, absolument considérable. Et je me souviens d'avoir eu Dany Le Prince au téléphone pour lui annoncer cette décision. Il m'a répondu par des sanglots. Ça faisait 17 ans qu'il était sous les verrous. Ça faisait 17 ans qu'il ne croyait plus à la justice, tout en espérant en elle. C'était une émotion absolument considérable. C'est des sanglots, des sanglots et des sanglots inarrêtables que j'ai entendus au téléphone. Cette suspension de peine et cette libération de Dany Le Prince ne veut pas dire qu'il est innocent. Non, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Mais la suspension de peine qui a été prononcée par la commission de révision est tellement exceptionnelle, et sa motivation est tellement forte que cela laisse entendre de façon vraiment très claire que oui, on considère qu'il y a de tels doutes sur sa culpabilité qu'en réalité, il est pratiquement considéré comme innocent. Pour les proches de Dany Le Prince, la marche vers la révision est en route et la justice semble enfin prête à reconnaître ses erreurs. 6 mois plus tard, la Cour de cassation demande en plus de la suspension de peine et des nouvelles investigations, la réouverture de poursuites contre son ex-épouse Martine Le Prince. Pour les magistrats, la justice a failli, car des éléments démontrent formellement la présence d'un ou d'une autre criminelle sur les lieux. Enfin, la justice a ouvert les yeux. Enfin, la justice a considéré qu'il y avait dans l'affaire Le Prince une erreur judiciaire. Peut-être est-il coupable, peut-être est-il innocent, mais en tout cas, s'il est coupable, il n'était pas seul. C'est une certitude. Une autre certitude se profile, un problème d'emploi du temps. Le soir du drame, Martine Le Prince dit être sûre que son mari a dîné jusqu'à 21h40. C'est 5 minutes plus tard, lorsqu'elle est sortie nourrir le chien, qu'elle l'a vu frapper son frère, Christian. Elle s'est précipitée dans la maison voisine où sa belle-sœur et ses 2 petites filles étaient déjà mortes. Soit 4 meurtres en 5 minutes commis par un seul homme. Intriguée, la commission de révision va travailler sur ce problème d'emploi du temps et découvrir que Dany Le Prince avait peut-être un alibi. Le programme diffusé ce soir-là à la télévision. Dany Le Prince, en fait, son meilleur alibi, c'est Charles Bronson, quoi. C'est quand même un bon alibi. Il regardait un film avec Charles Bronson et il raconte qu'il est en train de regarder cette scène-là. Et l'analyse de cette scène a permis de minuter avec précision l'heure à laquelle cette scène s'est déroulée. Et il ne pouvait pas être en même temps en train de regarder Charles Bronson et tuer les 4 membres de sa famille. Quant à l'arme du crime, la fameuse feuille de boucher, elle s'est avérée inexploitable, sans compter que certaines blessures semblent avoir été commises au couteau. Et justement, un couteau analysé depuis porte les traces d'un ADN compatible avec celui des victimes, mais aussi un autre ADN. La commission des révisions a retrouvé par chance ce couteau, qui était resté dans les tiroirs du CHU de Nantes. Il a été miraculé, ce couteau. Et là, Madame Martinanzani demande, avec les nouvelles méthodes, nouvelle expertise ADN. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette expertise ADN? Que l'ADN inconnu, féminin, relevé à l'époque, était compatible avec celui de Martine Le Prince. Un ADN compatible avec celui de Martine Le Prince. Pour les magistrats de la commission de révision, c'est troublant. Et ce n'est pas tout. En poussant les investigations autour d'elle, les magistrats font une nouvelle découverte. Et puis, Roland Agré, il va y avoir de nouvelles révélations au sujet de Martine Le Prince. Eh bien oui, on se rendra compte quand même que la juge Céline Brune-Pierre, à l'époque, avait un auditeur de justice très proche dans son cabinet. Et il s'avéra que cet auditeur de justice était un ami très lié à Martine Le Prince. Il reconnaît même qu'il n'était pas du tout partial dans cette affaire. Il le reconnaît quand même à la commission des révisions. Et on apprend également qu'il y a une collusion intime
entre Martine Le Prince, sa famille, et un gendarme qui est mêlé dans l'enquête. Et ça, effectivement, la commission des révisions, donc c'est elle qui parle, elle dit que le dossier était faussé dès le départ et que pour attraper la vérité, ce n'était pas possible dans ces conditions. Qu'est-ce que c'est une collusion intime ? Collusion intime, bon, il y en a qui disaient qu'elle était maîtresse. Moi, je dis, je sais pas, j'étais pas là quand ça s'est passé, disons. Mais je veux simplement dire que des bruits couraient, que ce fameux adjudant de gendarmerie, c'était son amant, il était sa maîtresse. J'en ai pas preuve. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il se rendait fréquemment dans la famille de Martine Le Prince. Intrigués par tous ces éléments, les magistrats de la commission de révision décident d'entendre Martine Le Prince. L'ancienne épouse de Dany déclare qu'elle ne garde qu'un seul souvenir de cette soirée, l'image de Dany frappant Christian avec un objet brillant, c'est tout. Les magistrats ordonnent alors une expertise psychiatrique. Et Martine Le Prince va se confier ainsi à l'expert. « Je me demande si je n'ai pas fait quelque chose. J'ai peut-être tué quelqu'un. Je l'ai dit à mon avocate. Je ne peux pas imaginer que j'aurais fait quelque chose à ces gens-là et à leurs enfants. Je m'en veux car j'ai accusé Dany. Et si ça se trouve, j'ai participé. Il faut que j'arrive à savoir ce que j'ai réellement fait. Je ne peux pas continuer comme ça. Je suis prête à craquer. » Maître Baudelot, ces déclarations de Martine Le Prince sont effectivement très troublantes. Ce sont des aveux pour vous ? Non, on ne peut pas dire que ce soit des aveux. C'est pas suffisamment net et c'est pas suffisamment définitif pour être des aveux. Je pense que ce sont des indices qui ne permettent pas de penser autrement que on est en présence d'une femme qui raconte une histoire qui n'est pas vraie. Pourquoi est-ce qu'elle ne raconte pas l'histoire véritable ? C'est la question qui se pose et qui se pose de façon légitime. Suite à ces déclarations devant l'expert psychiatre, elle va être convoquée devant la commission de révision et elle va confirmer ses propos. Elle confirme ses propos devant la présidente de la commission de révision, qui est assistée par 2 membres de la commission et par l'avocat général près la commission. Ce sont 4 personnes qui sont parfaitement respectueuses de ses droits. L'audition de Martine Le Prince s'arrête donc là. Martine Anzani, la présidente de la commission, ne veut pas aller plus loin. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle ne poursuit pas ? Elle ne poursuit pas parce que Martine Le Prince, d'un seul coup, pourrait se retrouver accusée elle-même. Et là, elle est sans avocate, elle est hors procédure, il n'y a pas de procédure qui l'accuse. On est dans une procédure de révision de la culpabilité de son mari, pas sur elle, quoi. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, Martine Anzani se dit, c'est déterminant, ça suffit à faire naître le doute, on va s'arrêter là, et le boulot suivant, ce sera le procès en révision, où il y aura de nouveau une instruction, puis un procès d'assises, et ce sera à eux d'aller plus loin. Elle pense, Martine Anzani, à ce moment-là, qu'elle a l'élément clé qui va permettre de faire un procès en révision et que ce n'est pas la peine à ce moment-là d'aller plus loin. Donc effectivement, l'entretien s'arrête là. Tous ces éléments de doute sont transmis à la cour de révision, seule instance en mesure de décider si Dany Le Prince peut avoir un nouveau procès. L'espoir est immense. La décision tombe le 6 avril 2011, comme un coup près. La cour de révision dit circuler, il n'y a rien à voir, non, pas de nouveau procès. C'est la justice immuable, non, on ne se trompe jamais. C'est ça, c'est ce que dit la cour de révision. Et par là même, elle renvoie Dany Le Prince en prison et on ferme le dossier. Et Dany Le Prince se retrouve menottes au poignet alors qu'il était arrivé avec plein d'espoir, il repart ruiné et de nouveau enchaîné, il repart vers la prison de Fresnes. Une claque pour Dany Le Prince, sa famille, ses avocats, ses soutiens et même pour les magistrats de la commission de révision. Fait exceptionnel, ces magistrats vont sortir de leur devoir de réserve et dénoncer publiquement une décision honteuse. C'était une décision insupportable. Le rendu de la décision de la Cour de cassation, c'est la requête est rejetée, point, c'est tout, c'est terminé.
Pendant cette audience, rien n'a été dit sur les motifs de la cour de révision, rien qui soit de nature à permettre à Dany Le Prince de comprendre comment un sort aussi injuste lui était fait. C'était absolument insupportable. Comment est-ce qu'il a réagi, Dany Le Prince? J'étais effondré. C'était effarant. Parce qu'il y avait de l'espoir, il y avait tout un tas d'éléments. Mais bien sûr qu'on y croyait. Quels ont été leurs arguments face à ces éléments nouveaux? Les expertises ADN sur le couteau, par exemple. On nous a dit que ce n'était pas un élément nouveau. Les confidences de Martine Le Prince devant les psychiatres. Ça n'est pas un élément nouveau. Ça n'est pas suffisant pour établir l'innocence de Dany Le Prince. Ce sont les seuls arguments qui ont été avancés. Et pour chacun, ça tient en une ligne. Dany Le Prince de nouveau derrière les barreaux, ses avocats ne lâchent rien. Recours en grâce, cour européenne, ils frappent à toutes les portes. Mais toutes les portes se referment. 1 an plus tard, ses avocats finissent par obtenir sa remise en liberté conditionnelle. Une liberté soumise à plusieurs conditions. Port d'un bracelet électronique, interdiction d'aller dans la Sarthe, interdiction de s'exprimer publiquement sur l'affaire, obligation de suivi psychologique et d'indemnisation des victimes pendant 7 ans. Dany Le Prince vit aujourd'hui avec son épouse Béatrice à Marmande et travaille pour une société d'environnement. Maître Baudelot, comment va Dany Le Prince aujourd'hui? Il est dehors. Il vit dans des conditions qui sont relativement satisfaisantes. Mais il reste obsédé par le fait que son innocence n'a pas été reconnue et il continue à chercher par tous les moyens la possibilité d'obtenir une nouvelle révision, pas une nouvelle, de présenter une nouvelle requête en révision de façon à voir prononcer son innocence. Il souhaite toujours un nouveau procès? Il souhaite toujours un nouveau procès, c'est absolument essentiel pour lui. Simplement, un nouveau procès, ça suppose des faits nouveaux, et les faits nouveaux ne se trouvent pas de façon évidente. Il est heureux? Il est heureux d'être un homme libre. Il n'est pas heureux d'être un homme dont l'innocence n'a pas encore été reconnue. Depuis la libération de Dany Le Prince, son comité de soutien a explosé. Plusieurs de ses membres ont démissionné, écœurés par son comportement. Quand Dany est sorti la première fois de prison, nous sommes allés passer des vacances chez lui à Marmande pour l'aider entre autres dans les travaux de sa maison. Son attitude m'a un peu perturbée. Donc on a passé des journées ensemble. Ils ont bricolé ensemble avec mon mari, mais voilà. Comment ça s'est passé? Dans l'ensemble, plutôt bien. Sauf qu'il ne fallait pas parler de l'affaire, en fait. Jamais. Je m'attendais à ce qu'ils disent de temps en temps, mince, je voudrais savoir ce qui s'est passé, ma mère me manque, mon frère me manque. Parce qu'avant, quand il bricolait avec mon mari, soit, mais avec Christian, ils étaient 3, maintenant ils n'étaient plus que 2. Donc il aurait pu exprimer quelque chose à ce moment-là, et chose qui n'est jamais arrivée. J'ai senti que, soit il était dehors, mais moi je voulais continuer, savoir vraiment ce qui s'était passé, parce que, bon, il est dehors, c'est bien, mais dès sa sortie, d'ailleurs, je lui ai dit, maintenant, il faut qu'on bosse pour trouver vraiment le coupable, les coupables. Et là, il m'a dit, il faut laisser la justice faire son travail. Je me suis dit, ben mince, il ne veut pas savoir en quoi ça dérange. Et j'ai senti que j'étais devenue vraiment dérangeante. Moi, mon but, c'est de trouver les coupables. Point. Maintenant, Dany ou pas Dany, voilà, on veut savoir ce qui s'est passé. Pour la mémoire de votre ami voilà, Christian. Tout à fait. Pour Christian, Brigitte et les filles. Une déception partagée par Roland Agré. Lui non plus ne digère pas l'attitude de Dany au moment de sa sortie. Je pense que sa principale vertu, c'est la lâcheté. Sortir en conditionnel, comme ça s'est fait, par une petite porte dérobée, alors qu'il avait le summum judiciaire à portée de main, il avait le Graal, la révision de procès, il l'avait. Et grâce à lui, grâce à son attitude, il est passé à côté, il s'est forcé. Et là, il accepte de sortir. Bracelet électronique. 7 ans d'interdit de la Sarthe et des départements limitrophes.
7 ans de suivi psychiatrique, remboursé la partie civile, obligé de travailler, obligé de se domicilier à Marmande chez sa femme. Une victoire gâchée? Mais c'est une victoire gâchée, mais bien sûr. Mais évidemment qu'elle est gâchée. Parce que quand on voit le gars qui sort à 4 pattes par une porte dérobée, aujourd'hui, Dany Le Prince, eh bien, il est le boucher de la Sarthe à vie. Il est coupable d'avoir tué Christian, Brigitte, Sandra et Audrey. Et apparemment, il s'en accommode, c'est ce qui me dérange le plus. Vous regrettez de vous être battu pour lui? Franchement, aujourd'hui, oui. C'est un scoop, oui. Oui, parce que d'abord, il n'en valait pas la peine. J'ai privé d'autres personnes que je sais non coupables, pour lesquelles je me bats aujourd'hui. C'est très, très difficile. Privé de vos services? Oui, j'ai privé de mes services, de ce que je pouvais faire pour elles. Il y a du temps que je ne peux pas rattraper. Et la seule chose que je ne regrette pas, c'est le combat judiciaire que j'ai mené. Alors ça, je ne le regretterai jamais, c'est pour la justice, pour la vérité. Là-dessus, non, là, j'ai rien à regretter. Maître Baudelot, Dany Le Prince a eu la chance d'avoir un comité de soutien et certains l'accusent aujourd'hui de ne plus forcément chercher à obtenir la vérité, d'être libre et de s'en contenter. Je ne vois pas très bien ce qui permet à ces personnes de dire cela. Moi, je vois qu'ils recherchent complètement à établir son innocence et je ne le vois pas du tout faiblir à cet égard. Alors, il y a effectivement eu des divisions à l'intérieur de son comité de soutien. Ce sont des questions de personnes. Je pense que c'est extrêmement regrettable, mais que ça n'est pas très significatif. Pour vous, ces divisions au sein du comité de soutien sont liées à des affaires personnelles et pas à l'affaire en elle-même? Vous savez, les questions de personnes, c'est souvent, c'est moi le chef, et c'est moi qui monte la direction, et c'est moi qui dis ceci, et c'est moi qui fais cela, et c'est moi qui est supérieur. Pour ma part, je n'y attache aucune espèce d'importance. En tout cas, quand certains disent depuis qu'il est dehors, il ne cherche plus la vérité, c'est peut-être qu'il n'est pas si innocent que ça. On s'est peut-être Je dis que c'est trompé. scandaleux de dire cela. Je dis que c'est scandaleux de dire cela. C'est ignoble. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Je les trouve ignobles, je les trouve basses, et je ne veux pas y donner prise. C'est quelqu'un qui s'est brûlé une première fois, quoi. Il se rend compte que s'il suit la stratégie de Roland Agrès, cette stratégie de rupture, c'est-à-dire à vouloir à nouveau saisir la justice, il se dit peut-être dans sa tête, et sa femme avec lui, ça va encore me retomber dessus. Donc, faisons calme plat, restons tranquillement dans notre coin, on va nous oublier, ça sera très bien comme ça. La liberté plutôt que la vérité. De son côté, Martine Le Prince vit très mal les accusations que l'on porte sur elle aujourd'hui, d'autant que la justice n'en a rien retenu. Aujourd'hui, Martine Le Prince a repris son nom de jeune fille, elle vit toujours dans la Sarthe et refuse de parler aux journalistes. En 20 ans, elle n'est sortie qu'une seule fois de son silence. Elle a répondu à une interview, à une seule, au Maine Libre, le quotidien sartois, et où elle dit que c'est une femme bien sûr innocente, qu'elle concède qu'elle a peut-être pas été assez attentive avec Dany pour voir sa dépression, ses problèmes, tout ça, mais qu'elle n'a rien à voir dans tout ça et que, en fait, elle donne une interview qui n'apporte rien, mais pour être tranquille. En octobre 2013, on a retiré à Dany Le Prince son bracelet électronique. Mais il est toujours sous contrôle judiciaire. Ses soutiens de la première heure se sont regroupés au sein d'une nouvelle association qui continue à se battre pour connaître la vérité. La vérité pour Christian, Brigitte, Sandra et Audrey. La vérité de ce dossier, elle est palpable. Elle n'est pas loin. Le problème, c'est que la justice n'a pas envie, n'a pas probablement l'utilité de la retrouver. C'est insupportable pour les victimes, leurs proches,
et insupportable aussi pour la société tout entière, parce que laisser un dossier comme ça en l'état, c'est la démonstration que la justice est capable du pire.